Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez tous bien. Nous vous remercions en fait de vous être inscrits, de participer donc à ce webinaire dédié donc à comment recruter et renforcer le capital humain de votre R&D. On va attendre peut-être quelques secondes que l'ensemble des participants se connectent. Nous sommes a priori plus de 100 participants connectés. Voilà, donc nous avons Thomas Labéry qui est à la technique, donc qui peut répondre à toutes vos questions. Si vous avez des problèmes techniques sur le chat, donc vous avez un petit onglet chat en bas à droite de votre écran. Et puis, bien, vous le verrez au fur et à mesure, si vous des présentations, si vous avez des questions, vous avez juste à côté de l'onglet chat un onglet questions qui vous permet bien de poser toutes les questions. On y répondra au fur et à mesure. Vous pourrez également voter sur chacune des questions posées, nous permettant après bien de sélectionner, essayer de répondre à l'ensemble des questions. Donc, je vois que nous sommes plus de 40 participants connectés sur la centaine de personnes inscrites. Je vous propose à ce moment-là donc de commencer pour bien respecter le timing. Donc, tout d'abord, je remercie donc l'ensemble des inscrits et des participants. Je remercie les deux DRARI en fait, des régions Bretagne et Pays de la Loire, ainsi que l'ensemble des personnes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, que je vous présenterai tout à l'heure. Je remercie naturellement l'ensemble de mes collègues en fait, des autres SAT, donc Connectus, Science, Aquitaine Science Transfert, qui ont participé en fait, à l'organisation de cet événement et qui sont présents aujourd'hui, ainsi que l'ensemble en fait, de nos établissements actionnaires et naturellement l'ensemble des personnes. Nous avons aussi, lors de ce webinaire, un certain nombre d'industriels, donc je les remercie beaucoup d'être présents ce matin. Voilà. Alors, en quelques mots, donc moi je suis Franck Teston, donc je suis directeur de la recherche partenariale à la SAT Ouest Valorisation et je m'occupe justement de renforcer le lien entre la recherche publique et la recherche privée. Aujourd'hui, la recherche et le développement est devenu une fonction primordiale pour la survie des entreprises. Lever un verrou technologique, apporter une amélioration à vos produits ou conforter votre robustesse, accompagner une innovation sociale sont autant d'arguments en faveur de la R&D en entreprise. En France, l'effort de recherche a augmenté autour de 2,2% en 10 ans, de 2009 à 2019. Il est en 2019 inférieur à celui de l'Allemagne, 3,7%, et à la moyenne de l'Union européenne à 2,23%. En 2019, 65% des dépenses intérieures françaises de R&D sont effectuées par des entreprises. Cette part est de 67% dans l'Europe. En 2019 également, la France compte 10,6 chercheurs pour 1000 actifs. C'est davantage que le ratio constaté dans l'Europe, qui est à 8,8, du même ordre que l'Allemagne, 10,6, mais plus faible qu'au Danemark, 15,2 pour 1000, en Finlande, 15 pour 1000, et en Suède, 14,8 pour 1000. En 2022, donc de nouveaux dispositifs où une augmentation des moyens sont consacrés pour renforcer la collaboration publique-privée. Des outils, tout d'abord des outils fiscaux pour accroître les partenariats publics-privés. Le crédit d'impôt recherche pour la sous-traitance au travers de prestations de services. Le crédit d'impôt recherche pour la sous-traitance au travers de contrats de collaboration de recherche au coût complet. Et puis, vous le savez peut-être un certain nombre, l'évolution aussi, puisque la suppression du doublement de l'assiette pour le crédit d'impôt recherche, le SICO, qui via la recherche partenariale va permettre de continuer en fait à renforcer cette recherche partenariale. Nous vous proposerons dans les prochaines semaines avec le MESRI et les DRARI en fait de nos différentes régions également un webinaire pour vous présenter l'évolution de ce SICO. Au travers de la loi de programmation de la recherche, on a l'augmentation des tests chiffres qui sont gérés par la NRT, donc 1450 tests chiffres en 2018, 1620 en 2021, 1650 en 2022, et il y a une cible de 2150 tests chiffres en 2017. L'augmentation également des dispositifs gérés par l'ANR, les Labcom, les chaires industrielles, afin de doubler le nombre de financements d'ici 2027. Par ailleurs, donc, de nombreux avantages s'offrent aux entreprises qui collaborent avec un établissement de recherche publique. Les jeunes chercheurs ont des profils polyvalents, formés à la complexité. Ils mêlent connaissances pointues et capacités en fait, d'adaptation, ce qui en fait de très bons atouts. Nous avons pu mettre en œuvre en 2021 plus d'une centaine de contrats de R&D avec des entreprises permettant le recrutement et l'insertion professionnelle de jeunes diplômés. Dans le cadre du plan de relance,
maintien de l'emploi R&D. En 2022, pour faciliter l'embauche des doctorants, post-doctorants ou chercheurs confirmés, la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 a introduit des nouveaux outils. Le contrat doctoral et postdoctoral de droit privé pour permettre aux entreprises de recruter en fait sur des durées de 3 à 5 ans en fait des nouveaux chercheurs. Et également, eh bien, vous le verrez, la nouvelle convention industrielle de mobilité en entreprise des chercheurs. Nous avons donc souhaité ce matin eh bien, vous présenter ces nouveaux dispositifs. Je remercie donc Béatrice, Noël et Jean-Michel Mans qui vont vous présenter tout d'abord le contrat doctoral et postdoctoral de droit privé. Et ensuite, nous aurons l'intervention d'Estelle Don-Peltro qui nous présentera eh bien, le dispositif CIMEC. Je laisse donc tout de suite la parole à Béatrice et Jean-Michel pour nous présenter donc le nouveau dispositif de contrat doctoral et postdoctoral de droit privé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Franck. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, avec Jean-Michel, donc on est au sein d'un département qui défis sociétaux et environnementaux qui, dans son périmètre, traite des questions d'attractivité des carrières scientifiques. Et c'est pour ça qu'on a été amené à travailler sur des nouveaux dispositifs RH dans le cadre de la loi LPR. Et c'est vrai que c'était un axe très fort de la LPR, qui portait sur l'attractivité des carrières, tant dans la recherche publique que de la recherche privée. Et donc, on va vous présenter le contrat doctoral de droit privé. Alors, pourquoi avoir voulu créer un contrat doctoral de droit privé? Vous pouvez déjà recruter des doctorants, mais en fait, c'était vraiment de créer un cadre assez homogène, que le doctorant se trouve dans le secteur public ou privé, qu'il garde les mêmes garanties et que pour l'employeur, ce soit assez sécurisé puisque c'est quand même des contrats qui sont assez dérogatoires du droit commun. Et c'est pour ça que très rapidement, dans les préparations de la loi, plusieurs demandes ont été faites dans ce sens-là, de créer un parcours pour le chercheur du doctorat jusqu'au postdoctorat, et que ce soit dans le secteur public comme dans le secteur privé. Donc là, une idée d'harmoniser, d'améliorer ce parcours. Aussi, pour vous dire que ce qui était remonté dans le cadre de, si vous voulez, des réflexions de la LPR, c'était que les contrats qui étaient utilisés dans le Code du travail, en fait, les dispositifs existants n'étaient pas très robustes juridiquement, notamment parce que si on peut parler du CDD de complément de formation professionnelle, il imposait que le doctorant bénéficie d'une aide individuelle. Et ce n'était pas toujours le cas. Hein. Cette aide individuelle qui était normalement extérieure à l'entreprise, ça remplissait pas toujours ce cadre-là. Si c'était présent pour les CIF, ça n'était pas dans tous les cas. Donc, il y avait cette condition-là. Autre risque, c'est que le fait que le doctorant qui n'était pas réinscrit en thèse, soit de son fait, soit parce que l'école doctorale considérait qu'elle ne souhaitait pas réinscrire le doctorant parce que la thèse n'avançait pas suffisamment, cette non-réinscription ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Donc, ça imposait en fait à l'employeur de garder le doctorant jusqu'à la fin du contrat, qui était souvent de 3 ans. Donc, c'est tous un peu ces freins qu'on a voulu en fait traiter dans le cadre de la LPR. Et donc, je vais laisser Jean-Michel préciser les choses concernant le contrat doctoral de droit privé. Oui, bonjour à tous. Déjà, comme vous l'indiquez, Béatrice et Franck, notre intention avec la LPR, c'était vraiment de faire en sorte que le secteur privé, que l'entreprise puisse bénéficier de ces liens avec la recherche publique. D'autant plus que la loi est intervenue dans un contexte de crise, et on sait que dans un tel contexte, de quoi on a besoin? On a besoin de créativité, on a besoin de plus d'innovation, de rupture, de manière à relancer l'économie. Et quand on vous parle de changement d'échelle entre les relations entre entreprises et la recherche publique, c'est vraiment palpable. L'investissement financier a été considérable. Franck vous a parlé du doublement des financements de l'ANR qui était consacré aux chaires industrielles. Il y a aussi 50% du nombre de thèses de CIFRE d'ici 2027, et sans compter les mobilités qui sont encouragées entre le public
le privé, et ça, on va vous en parler à l'occasion de l'autre intervention de ma collègue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on aborde les contrats doctoraux et postdoctoraux, ils viennent vraiment dans tout un environnement qui l'accompagne. Donc d'abord, sur le périmètre, bon, les choses sont assez simples. On avait un temps pensé à limiter le dispositif aux EPIC et aux FRUP et aux fondations, mais la volonté, c'était vraiment que le champ d'application soit le plus large possible. Par conséquent, tous les employeurs de droit privé sont concernés. Donc, quel que soit votre statut, quelle que soit la forme juridique de votre société, donc il peut tout aussi bien s'agir d'une start-up ou d'un grand groupe ou d'une société à caractère unipersonnel ou pluripersonnel. Ce qui est important en réalité, c'est d'avoir un besoin, d'avoir un projet de recherche et bien évidemment de se tourner vers les bons interlocuteurs, mais ça on le verra par la suite, vous ne serez pas seul dans cette démarche. Mais en tout cas, il ne faut pas se dire d'emblée que voilà, je n'ai pas suffisamment de ressources, je ne suis pas suffisamment dimensionné pour conclure ce type de contrat. Sur l'objet du contrat, donc on connaît bien les avantages pour une entreprise de recruter un doctorant. Comme disait Franck, on sait qu'ils peuvent évoluer dans des environnements complexes, on sait qu'ils ont des connaissances pointues, qui sont formés à la méthodologie, donc ils sont capables de mener des projets de rupture, mais il faut garder à l'esprit aussi qu'ils sont avant tout en formation doctorale. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité leur proposer un cadre adapté. Béatrice vous l'a rappelé précédemment, toutes les dispositions qui sont prévues dans la loi et celles qui sont prévues également dans le décret d'application, elles vont garantir la qualité de la formation doctorale. Donc, on a fait en sorte que le doctorant puisse se consacrer pleinement à la formation, à la recherche. Donc, du coup, son sujet de recherche doit vraiment être en adéquation avec son activité salariée. C'est la recherche qui doit être son activité principale. Donc, c'est une préoccupation qui était effectivement partagée par tous les acteurs de terrain qu'on a rencontrés. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a cette crainte, bon, sans faire de parallèle avec les stagiaires ou les contrats de professionnalisation, on a toujours cette crainte qu'il y ait une dérive, en quelque sorte, qui conduise à confier aux doctorants salariés des activités qui seraient éloignées de la préparation de sa formation, de la préparation de sa thèse. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit ce verrou des 5/6e, pas seulement, ce qui constitue pas seulement une protection pour le doctorant, puisque quel est finalement l'intérêt de l'employeur? C'est que son projet de recherche aboutisse, et il faut par conséquent que le doctorant ne se disperse pas dans d'autres activités. Donc au final, les deux parties peuvent y trouver leur compte. Sur la durée et sur les conditions de renouvellement. Donc, c'est un contrat d'une durée de 3 à 5 ans. Les conditions de renouvellement ne sont pas tout à fait similaires à celles qui sont prévues par le contrat doctoral de droit public, mais s'en rapprochent. Il peut y avoir des renouvellements de commun accord du fait notamment des congés maternité ou alors de maladies ou d'accidents du travail. Et ce sur quoi on peut insister, c'est surtout là un apport majeur de la LPR, c'est la possibilité de rompre le contrat de manière anticipée et sans versement d'indemnité aux doctorants
dans le cas où sa réinscription annuelle n'a pas eu lieu, puisque le système est ainsi fait, le doctorant doit pointer chaque année, et si cette réinscription n'a pas lieu, l'employeur a la possibilité de rompre le contrat. Donc, on a voulu couvrir ici des situations particulières, on va le dire, dans lesquelles les relations, par exemple, se sont dégradées entre le doctorant et son directeur de thèse. Donc, sur ce point, c'est vrai que le dispositif précédent était fragile dans la mesure où, dans le cadre des compléments de CDD, pardon, dans le contexte du CDD de complément de formation, la non-réinscription, qu'elle soit à l'initiative du doctorant ou de l'université, ne constituait pas pour le juge une cause réelle et sérieuse de rupture de contrat. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce cadre, en quelque sorte, et qu'on ambitionne vraiment que ça soit désormais le cadre adapté pour faire des chiffres, parce qu'il est plus solide, parce qu'il est plus adapté à la formation doctorale. Ce contrat doctoral, je vous disais précédemment que vous n'étiez pas seul dans la démarche. Le contrat doctoral nécessite une collaboration étroite avec l'école doctorale. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de mettre vraiment l'école doctorale au cœur du dispositif, de manière à prévoir des dispositions équivalentes à celles du contrat de droit public. D'ailleurs, le Conseil d'État a été très attentif sur ce point, à ce que les dispositions soient suffisamment précises pour bien clairement identifier les relations entre les différents acteurs, savoir qui fait quoi, à quel moment, qui prend l'initiative. Donc, le Conseil d'État nous a amené à être plus pédagogique dans les différentes étapes qui aboutissent à la collaboration entre les parties. Donc, évidemment, il faut imaginer un projet de recherche, le construire. Les parties doivent se rapprocher à un moment donné pour définir ensemble ce projet. Il doit y avoir une diffusion de l'offre doctorale au niveau des écoles doctorales intéressées, et puis bien évidemment la conclusion du contrat. Donc, comme dans le contrat de droit public, on a prévu que cette conclusion est subordonnée à l'accord du directeur de thèse, puisque sans le directeur de thèse, en réalité, rien ne peut se faire. Et au final, donc, cette convention de collaboration entre l'employeur, le salarié doctorant, l'établissement d'inscription. Encore une fois, ce qui était important pour nous, c'est que l'école doctorale soit au cœur, au centre du dispositif. Toutes les parties que nous avons consultées ont souligné cette importance en faisant un parallélisme avec les chiffres. C'est pour ça qu'on a mis l'accent sur cette convention de collaboration qui apporte un bon nombre de garanties pour le doctorant. Il faut qu'elle prévoie les conditions matérielles de réalisation de la thèse, les temps de présence chez l'employeur, les activités complémentaires éventuellement qui lui sont confiées, et également les modalités de participation aux formations organisées par l'école doctorale. Parce qu'encore une fois, il reste en formation doctorale, donc il est important que l'employeur puisse lui permettre de se mobiliser quand l'école doctorale ou son établissement d'inscription organise des temps d'échange. Et le décret prévoit également l'obligation pour l'employeur de désigner un référent chargé d'accompagner le salarié dans la conduite de ses travaux,
c'est tout simplement un tuteur scientifique, comme c'était le cas pour les CIFRE. Donc l'idée, c'est que le doctorant ne soit pas isolé au sein de sa structure, et puis que le directeur de thèse puisse également avoir un relais au sein de l'entreprise. Donc voilà en quelques mots. J'essaie d'être synthétique. Voilà. Merci Jean-Michel. Et effectivement, voilà, je réinsiste sur le fait que l'objectif, hein, c'était vraiment de créer ça participe à la valorisation du doctorat, une reconnaissance tant dans la sphère publique que privée, hein, et aussi sécuriser tant le parcours du doctorant que sécuriser aussi l'employeur, hein, parce que c'était vraiment les deux objectifs. Donc, on va passer au contrat postdoctoral de droit privé. Alors, il faut savoir qu'on a créé dans la loi LPR à la fois un contrat postdoc de droit public et de droit privé. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce que le contrat postdoctoral ? Il n'y avait pas une existence juridique ni statistique. Donc, c'était des jeunes chercheurs qui, après leur doctorat, avaient un contrat d'une durée plus ou moins longue et qu'on appelait postdoctorat. Mais finalement, il n'y avait pas une reconnaissance de cette transition entre le doctorat et la carrière, dans la carrière. Et donc, c'était vraiment la volonté aussi de créer en fait un contrat sécurisé et aussi éviter des situations précaires, parce qu'il y avait des personnes qui pouvaient se retrouver notamment dans le public en postdoctorat pendant de longues années. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'encadrer cette période pour que ce soit davantage valorisé. Donc, au-delà de ça, aussi, dans le travail dans le cadre de la LPR, cette période de postdoctorale, en fait, a une existence dans le monde à l'international, si vous voulez. Et donc, c'était vraiment de rentrer aussi dans ces standards internationaux sur cette période postdoctorale pour que, même vis-à-vis des chercheurs étrangers, on puisse leur offrir ce type de contrat et que ce soit aussi reconnu. Ça, c'était vraiment important de le faire. Et comme je vous le disais, on a souhaité tant le faire pour le public que pour le privé. Alors, je vais laisser sur les modalités parce que le périmètre, là, est un peu plus restreint. Donc, je laisse Jean-Michel préciser les choses. Oui, effectivement, le périmètre, là, on s'adresse à des jeunes chercheurs qui ont obtenu le doctorat depuis moins de 3 ans et qui sont recrutés pour mener une activité dans le cadre d'un projet de recherche. Seules les entreprises qui ont une activité R&D sont concernées, mais également les ESPIG. Quand on parle d'ESPIG, on parle d'écoles de commerce, par exemple, des EPIC, des fondations qui sont reconnues d'utilité public. Donc là, le périmètre est vraiment réduit, sachant qu'on n'a pas voulu non plus définir, préciser le terme d'activité R&D. Voilà, on n'a pas été plus loin que cette définition-là. Donc, évidemment, il y a des faisceaux d'indices, comme le fait d'être éligible au CIR. Donc, c'est un contrat d'une durée de 1 à 4 ans avec des possibilités de renouvellement, comme pour les autres contrats. Donc, en cas de congé maternité, de maladie ou d'accident du travail. Et c'est un contrat qui déroge quelque part au Code du travail quand il prévoit des versements d'indemnités si le salarié ne poursuit pas par un CDI avec le même employeur ou avec un autre employeur public ou privé. Donc, c'est une forme de dérogation au Code du travail. Et contrairement au contrat doctoral de droit privé, les principales dispositions qui concernent le contrat étaient déjà dans la loi. Donc, l'habilitation législative qu'on avait, elle portait uniquement sur des mesures d'accompagnement. Donc, comme
comme le contrat doctoral de droit privé, on a tenu à ce qu'il y ait un référent, par exemple, qui puisse accompagner le chercheur dans son parcours professionnel et dans la poursuite de sa carrière. Et ce qui était important pour nous, c'était vraiment de prévoir des moments dans sa carrière, des moments de rencontre avec l'employeur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le contrat soit suivi par l'employeur dès sa prise de fonction. Il faut qu'il puisse bénéficier des moyens matériels, que les besoins du chercheur en formation, notamment, soient bien définis au moment de sa prise de poste, qu'il y ait des aménagements suffisants pour son poste de travail. Donc, on a vraiment tenu à ce qu'il y ait un suivi régulier du chercheur. Donc, un entretien au début, un autre à mi-parcours, qui doit intervenir au plus tard 2 ans après sa prise de fonction. Donc là, c'est un entretien qui sera consacré au suivi des actions qui sont engagées et des formations qui sont mises en œuvre. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment de suivre le postdoc jusqu'au bout, avec un dernier entretien qui intervient à la fin enfin 2 mois avant la fin de son contrat, de manière à ce qu'il puisse valoriser son parcours professionnel et puis qu'on puisse l'aider dans la recherche d'un nouvel emploi, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc, ce contrat permet vraiment d'adapter le cadre juridique aux besoins de la recherche. L'idée, c'était vraiment de donner des droits renforcés aux postdoctorants en matière de formation et d'accompagnement. Merci beaucoup, Béatrice et Jean-Michel. Nous avons quelques questions. Donc, je vous pose première question. Roland Konanec nous posait la question: est-ce que les associations de loi 1901 ou l'ESSEM sont éligibles à ce type de contrat? Et également, je profite puisque il y a Claire Marzin qui posait la question et j'élargis. Même question pour les collectivités territoriales. Sont-elles éligibles? Alors, Béatrice ou Jean-Michel? Oui, je peux répondre. Oui. Vas-y, Jean-Michel. Oui, sur les collectivités territoriales, elles recrutaient déjà des doctorants en CIFRE. Donc, elles le recrutaient sur le fondement du Code du travail, donc exactement sur le même fondement que les CIFRE. Donc, il n'y a pas de difficulté sur ce point. Sur les associations, dès lors qu'elles sont de droit privé, le contrat est ouvert à tous les employeurs de droit privé. Donc, pour les associations, non, ça ne pose pas de difficulté. D'accord. Une autre question, c'est quelles seraient les différences entre contrat doctoral de droit privé versus CIFRE en termes de critères d'éligibilité pour un employeur? Et la personne, donc c'est Inès qui pose la question, en particulier pour l'âge de la personne dans l'entreprise, le personnel de R&D encadrant ou des aides mobilisables. Est-ce que comme les CIFRE, en fait, il y a des limites d'âge ou pas? Je pense que non. Non, on n'a pas voulu introduire ce type de limite. Okay. Non, et puis pour préciser aussi, ce contrat doctoral de droit privé, on pense souvent en formation, on va dire, initiale, mais ça peut tout à fait être utilisé aussi dans le cadre de la formation continue. Donc voilà, donc il n'y a pas, il n'y a pas de limite d'âge pour faire une thèse. À partir du moment où la personne a un projet et qu'il y a une école doctorale qui est d'accord pour inscrire en école doctorale, pas de souci. D'accord. Une question de Claire, j'en profite, Claire d'Ancret de Bordeaux. Le décret prévoit que le contrat doit se faire également avec l'établissement hébergeur, le cas échéant. Que cela veut-il? Qui fait le contrat dans le cadre du MR? En gros, quel est le contrat de R&D? Faut-il un contrat entre l'entreprise et l'établissement? Comment ça se passe?
Non, le principe, bon, c'est vrai qu'on parle de contrat, mais ce qui est en question, c'est la convention de collaboration. Donc, pour répondre à la question, oui, la convention de collaboration doit se faire entre toutes les parties. Donc, entre l'employeur, dans le cadre d'une UMR, puisque ça peut être hébergé ou pas, toutes les parties sont concernées par la convention de collaboration. D'accord. Alors, j'ai une question. Le CDD postdoc pourra être renouvelé pour une durée maximale de 4 ans en une fois ou plusieurs fois? De mémoire, pour le postdoc, comment ça se passe pour le postdoc sur les questions de renouvellement? Non, sur les questions de renouvellement, c'est 1 à 2 fois, mais c'est toujours dans la limite, de 5 ans. Voilà, ce qu'on a visé, c'est du 3 plus 1 plus 1. Okay. Et donc, un minimum de 1 an. Voilà, ça ne peut pas être inférieur à 1 an. Voilà. Ah, okay. C'est 3 et après 1 plus 1, quoi. Okay. Ça peut être 1 plus 1 plus 1 jusqu'à 4 ans. Voilà, mais en tout cas, le minimum, c'est une durée d'1 an. La durée initiale est d'1 an, au minimum. Mais elle peut être de 4 ans d'un coup. D'accord, très bien. Mais écoutez, Jean-Michel et Béatrice, merci beaucoup pour votre intervention. Pour les personnes qui ont d'autres questions, n'hésitez pas en fait à utiliser encore l'onglet questions. On pourrait y répondre éventuellement donc à la fin de la présentation. Et de toute façon, vous verrez à la fin, il y aura les courriels à la fois de Béatrice et Jean-Michel. Je pense qu'ils feront un plaisir en fait de vous répondre. N'hésitez pas à les contacter directement. Oui, c'est ce que j'allais dire. D'une manière générale, on est disponible. Si vous êtes motivé, on est disponible à répondre à vos questions et n'hésitez pas à nous écrire parce qu'on tient justement à ce que le dispositif fonctionne. Moi j'avais une dernière question. C'est il n'y a pas de processus d'évaluation comme intensif par la NRT. Du moment que en fait, une entreprise ou un établissement éligible souhaite se faire ce type de contrat, du moment qu'il a le contrat avec l'école doctorale, c'est éligible. Il n'y a pas de… Donc, c'est c'est au fil de l'eau, c'est à tout moment, il n'y a pas de notion d'évaluation par quelque instance que ce soit. Alors, en fait, il faut se dire, l'objectif, c'était d'augmenter les possibilités de recruter un doctorant dans les entreprises qui dépassent les chiffres. Les chiffres, le gros avantage, c'est qu'il y a une aide de l'État. L'objectif, c'est de permettre à des entreprises qui, au-delà d'avoir une aide de l'État, veulent recruter un doctorant. Voilà. La condition, c'est que de toute façon, on ne peut pas avoir un doctorant comme ça hors sol. Il doit être inscrit dans une école doctorale et donc il doit avoir un partenariat avec l'école doctorale, donc avec l'établissement de l'université. Vous voyez, donc il y a quand même un partenariat qui doit être créé. D'accord. Voilà. Et donc, si vous voulez, l'école doctorale dans laquelle sera inscrit le doctorant, elle est évaluée. Donc, vous voyez, il y a quand même une évaluation de toute façon. Voilà. Mais la NRT, là, n'intervient pas. Donc, je voyais une question. Quelles sont les grandes différences entre un contrat CIFRE et un contrat doctoral de droit privé? J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que le dispositif CIFRE pourra donc utiliser ce contrat doc. Mais on est d'accord que le dispositif CIFRE, c'est un financement de l'État. Oui. Nous, là, ce qu'on vous présente, c'est une modalité contractuelle qu'on voudrait, enfin, que nous, on veut promouvoir parce qu'on se trouve que ça sécurise l'employeur et ça apporte des garanties aux doctorants. Mais il y aura des entreprises qui vont bien sûr recruter des doctorants, vont utiliser le doctorat, si vous voulez, pour des personnes qui sont déjà salariées dans leur entreprise. Donc, ça sera des personnes qui sont déjà en CDI. Donc, il y a plusieurs modalités, si vous voulez, de réalisation d'un doctorat dans une entreprise. Mais vraiment, ce contrat vous apportera de la souplesse et surtout de la sécurité. Et voilà, et vous permettra de recruter des doctorants au-delà des chiffres. Voilà, c'est un outil supplémentaire. Un outil supplémentaire, voilà. Super, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup encore Béatrice et Jean-Michel. Donc, je vous propose de passer bien à la deuxième intervention, cette fois-ci, sur la Convention industrielle de mobilité en entreprise des chercheurs, donc avec notre fameux maintenant acronyme CIMEC. Et donc, je vais laisser la parole donc à Estelle,
qui va pouvoir nous présenter en fait eh bien, ce nouveau dispositif. Bon, je ne veux pas non plus casser le buzz, mais va rentrer en fait en opération au cours de l'année 2022. Voilà. Et donc Estelle a souhaité nous présenter ce matin ce que sera ce dispositif à venir. Estelle, je te laisse la main. Merci Franck. Oui, alors juste, je me présente brièvement. Donc, je suis adjointe au chef de service de l'innovation, du transfert de technologie et de l'action régionale à la DGRI. C'est le service qui pilote un certain nombre de dispositifs de soutien à la recherche partenariale, les CIFRE, les Carnot, au transfert, à la valorisation de la recherche, notamment les stats, mais qui est aussi en charge des expertises scientifiques dans le cadre du contrôle du crédit d'impôt recherche. Une dimension action régionale, puisqu'on anime un réseau déconcentré en fait de délégués régionaux académiques à la recherche et l'innovation dans tous les territoires. Alors, la CIMEC, comme Franck vous le disait, c'est une mesure qui n'est pas encore, opérationnelle. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter les grands contours pour obtenir aussi des réactions, puisque en fait, comme on est dans une phase de construction de la mesure, on est ouvert à des réactions sur les principes que je vais vous présenter. Alors, premier petit cadrage, la CIMEC, c'est une mesure qui est portée dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, dans le volet qui est dédié au renforcement de la recherche partenariale et d'innovation. Donc là, je vais passer assez vite puisque Franck a rappelé les grands points forts de la LPR sur cet aspect, donc doublement des chiffres, doublement de l'abondement Carnot, double x2 pour le nombre de LabCom et de chaires industrielles. On a aussi eu un élargissement de la loi Allègre avec une ouverture, donc une possibilité pour les chercheurs de participer à la vie d'une entreprise, que ce soit par des concours scientifiques ou des fonctions d'associés, de dirigeants, donc une ouverture aux enseignants chercheurs et chercheurs qui n'ont pas forcément pour valoriser des travaux de la recherche publique en général, mais pas nécessairement leurs propres travaux, et pour les chercheurs des établissements publics ayant une mission de recherche. Donc, une ouverture un peu plus forte des conditions de mobilité des enseignants-chercheurs et des chercheurs. On a aussi la mise en place des pôles universitaires d'innovation qui ont vocation à fluidifier les relations entre des sites, des écosystèmes de recherche et d'innovation à le monde socio-économique, en développant le pilotage stratégique et en améliorant l'efficacité et l'efficience du transfert. Donc là, on a actuellement 5 pilotes qui sont en train de montrer un démonstrateur de pôle universitaire d'innovation. Voilà, tout un ensemble de mesures qui visent à renforcer la recherche partenariale. Et donc, une mesure particulière qui met le point sur un axe essentiel pour nous, c'est la mobilité entre le public et le privé des chercheurs. La CIMEC, c'est quoi? C'est un dispositif qui va faciliter cette mobilité pour le travail d'un chercheur ou d'un enseignant-chercheur en entreprise à temps partiel. Et la mesure, elle est conçue un petit peu sur le même modèle que les CIFRE, avec une convention qui va lier un individu, un chercheur, un enseignant-chercheur, une entreprise d'accueil et un laboratoire de recherche. Alors, qu'est-ce qu'on espère avec cette mesure? Alors, on espère que, en fait, ça va inciter les entreprises, notamment les plus petites, à s'impliquer dans une activité de R&D, la développer, puisque ça va faciliter ce dispositif, l'accueil d'un chercheur confirmé au sein d'une TPE ou d'une PME. Donc, la capacité à vraiment impulser et soutenir une démarche de recherche et développement. Autre bénéfice attendu, cette fois-ci du côté de l'individu, du chercheur, de l'enseignant-chercheur. En fait, pour lui, c'est l'occasion d'avoir une double expérience professionnelle, à la fois académique et industrielle, qui pourra valoriser à la fois dans ses recherches et dans ses enseignements. Un intérêt aussi pour le laboratoire de recherche dont est issu le chercheur, puisque l'enjeu, c'est aussi de construire une relation durable avec des entreprises. Il y a aussi un intérêt à ce niveau-là, et puis un intérêt plus général pour la recherche et l'innovation dans les entreprises et en France, où ça va permettre d'augmenter la présence des docteurs en entreprise, qui constitue un facteur essentiel d'acculturation à la recherche. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu dans les paramètres. Donc encore une fois, tout cela est très provisoire, donc absolument pas parole d'évangile, mais donc ouverte aux réactions.
Donc, on conçoit le dispositif comme étant réservé aux chercheurs et enseignants-chercheurs titulaires, donc à savoir les maîtres de conférences et les professeurs des universités les directeurs de recherche chargés de recherche des EPST, mais aussi les chercheurs des EPIC et des fondations. La CIMEC s'est envisagée comme une convention d'une durée de 3 ans où le chercheur passerait 50% de son temps à travailler dans l'entreprise sur un projet de recherche qui sera commun à l'entreprise et à son labo. Alors, sur les modalités juridiques, pour ce qui concerne les chercheurs, la mise à disposition peut d'ores et déjà être mobilisée. Pour les enseignants-chercheurs, c'est prévu dans le cadre de la LPR, donc il y aura des ajustements qui permettront de mettre à disposition les enseignants-chercheurs. Là, je relaisserai la parole éventuellement à Béatrice et Jean-Michel sur ce point. C'est pour eux les spécialistes. Petite précision, pour les enseignants-chercheurs, l'enjeu, c'est quand même que l'établissement soit incité à monter ce genre de CIMEC. Donc, il y a un point clé sur le service d'enseignement. Il faudrait que les enseignants-chercheurs continuent à assurer leur service statutaire. Alors, autre paramètre, j'en ai déjà un petit peu évoqué, tout ça se fait dans le cadre d'une collaboration de recherche entre l'établissement d'origine, le laboratoire du chercheur et l'entreprise d'accueil. L'idée, c'est bien d'impulser une démarche de recherche partenariale entre ces acteurs. Dans ce cadre, l'entreprise peut, mais n'est pas obligée, sur le même modèle que les chiffres, avoir une contribution, verser une contribution financière à l'établissement au titre de la collaboration. Et ce contrat de collaboration implique forcément de définir bien clairement les modalités de partage, de diffusion et d'exploitation des résultats de la recherche. Alors, sur les différents flux qu'il va y avoir, donc forcément, le chercheur va être 50% de son temps en entreprise, donc ne pourra pas assurer son travail dans son établissement d'origine. Il va travailler pour l'entreprise dans le cadre de la collaboration de recherche. Donc, l'entreprise devra rembourser, comme ça se fait dans le cadre classique d'une EMAD, l'établissement pour à hauteur du salaire chargé pour le temps qu'il passe en entreprise. On envisage un dispositif incitatif pour le chercheur ou l'enseignant-chercheur avec le fait qu'un bonus lui soit versé par son entreprise d'accueil. À ce stade, on envisage un bonus de l'ordre de 10 000 € par an. Alors, il y a aussi un effet incitatif pour l'entreprise. Donc, sur le même modèle que les chiffres, on envisage le versement d'une subvention de l'État à l'entreprise pour l'accueil de ce chercheur confirmé. Donc, pour l'instant, ce serait de l'ordre de 20 000 € par CIMEC et par an. Alors, je précise que concernant l'entreprise, les dépenses de personnel qu'elle continue à supporter, qu'elle supporte, seraient éligibles au CIR ou au niveau crédit d'impôt collaboration de recherche. Ça dépend de savoir si on respecte les conditions d'éligibilité du PSICO. Que la contribution financière qu'elle serait amenée à verser dans le cadre du contrat de collaboration de recherche avec le labo peut également être éligible au CIR ou au PSICO. J'insiste sur le « ou », c'est pas cumulable. Bien sûr, en déduisant la subvention publique reçue pour l'accueil du chercheur. Alors, on envisage de confier la gestion du dispositif à un opérateur de l'État. Alors, assez naturellement, on pense à la NRT. Simplement, il y a une mise en concurrence nécessaire avant de désigner un opérateur. Donc, à ce stade, pas d'opérateur de désigner, mais la NRT a montré son intérêt. Alors, j'en viens au calendrier. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on a ouvert des consultations avec des acteurs. Donc, notamment, on a rencontré un panel de DRH des universités, des EPST, des EPIC, des fondations. On va aussi organiser des rencontres avec un panel d'entreprises. On est tout à fait ouvert à présenter le dispositif aux chercheurs et enseignants-chercheurs. Voilà, on essaye d'avoir des retours pour finaliser ce dispositif. Donc après, on va se donner à peu près jusqu'à mars
pour la consultation des acteurs. Et puis après, on va rentrer dans le dur pour vraiment tout prévoir clairement sur le mode de fonctionnement de ce dispositif. Donc, il y a les modalités RH. Il y a aussi tous les chiffres que je vous ai donnés. Pour l'instant, rien n'est figé sur le montant de la subvention versée par l'État aux entreprises, le bonus de l'entreprise aux chercheurs, sur le flux aussi annuel, je vais venir un peu plus tard, et sur l'opérateur de financement. Notre objectif, c'est que le dispositif soit opérationnel en septembre 2020. Alors, un point important, c'est on a forcément un budget qui va être alloué à cette mesure, puisque il y a un coût pour l'État, puisqu'une subvention qui est versée à l'entreprise. L'arbitrage budgétaire n'est pas complètement rendu sur la chronique de déploiement de cette mesure, y compris le budget pour 2022. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle, et comme on n'a pas calibré encore complètement les paramètres, combien de personnel vont être concernés. Je vous donne quand même un ordre d'idée compte tenu des informations qu'on a actuellement. En fait, l'idée, c'est d'avoir un flux de 150 CIMEC lors de la première année et d'augmenter progressivement pour arriver à stabiliser le flux à 300 nouvelles CIMEC par an à partir de 2027. Alors, c'est pas énorme, mais on pense que c'est quand même un booster pour la mobilité des enseignants-chercheurs. Voilà. Donc, on va voir comment on peut calibrer ça un peu plus finement. Je tiens aussi à préciser que il y aura pas si on a un opérateur de gestion, il n'y aura pas de sélection en fait des chiffres. C'est de la responsabilité de l'établissement, du laboratoire, de l'entreprise, que se mettre d'accord sur un projet de recherche, une collaboration, d'être d'accord sur le fait qu'un chercheur ou un enseignant-chercheur a y travaillé à temps partiel en entreprise. Donc, il n'y a pas de regard sur la nature du projet de R&D. Après, si la mesure rencontre du succès, va falloir qu'on trouve une modalité de gérer ce flux limité. Donc, on a ce sujet en tête, il n'est pas résolu. Ça peut être un premier arrivé, premier servi. À ce stade, je ne peux pas vous en dire plus. Donc, voilà le cadrage global, preneuse de vos retours. Donc, encore une fois, attention, rien n'est complètement figé. Donc, ne prenez pas ça pour argent comptant, mais voilà. En tout cas, on travaille pour que ce dispositif voit le jour en 2022. Merci beaucoup, Estelle. Il y a deux questions et moi j'ai également une troisième question. Est-ce que le CIMEC est également accessible à des chercheurs issus d'établissements d'enseignement supérieur de droit privé type ESPIG? Alors, c'est pas encore fixé pour l'instant. Pour l'instant, non. On a à ce stade, on est quand même resté sur des établissements de droit public. D'accord. Et question, est-ce que la charge financière versée par l'entreprise pour le chercheur, donc les fameux 10 kg € de mémoire, ouais, est éligible dans le calcul du crédit d'impôt recherche pour l'entreprise? Ah bah oui, ce sera une dépense de personnel. Donc, dès lors que c'est adossé à des dépenses de R&D et qu'il y a un projet de R&D derrière, ça rentre dans l'assiette du CIR. Super. J'ai autre question, c'est est-ce que les enseignants-chercheurs qui vont vouloir faire un CIMEC doivent passer devant une commission, en fait, une commission déontologique comme on peut avoir pour les créations d'entreprises? Est-ce qu'il y a une question déontologique ou pas? Alors non, déjà, je rappelle que la commission de déontologie pour tous les dispositifs Allègre a été supprimée. Non, ouais, mais en fait, il y a un nouveau dispositif en fait qui a été monté en fait en région. C'est est-ce que les commissions régionales mises en place par les organisations, enfin par les établissements, en fait, va examiner aussi les CIMEC, puisqu'en fait, on est un certain nombre de régions. Je sais que par exemple sur Aix-Marseille, on l'a fait également en Pays de la Loire-Bretagne, où on a monté en fait, comme il n'y a plus la commission nationale, il y a maintenant en fait au niveau des établissements une responsabilité. Donc, on a monté une commission birégionale en fait déontologique. Est-ce que les CIMEC doivent passer par cette commission déontologique ou pas? Alors, ce n'est pas prévu à ce stade. Ce n'est pas prévu à ce stade. D'accord. Alors, juste un petit point, Franck. En fait, on essaye de faire en sorte que le dispositif soit le plus simple et le plus flexible possible. Donc, quand je vous parle de 50% de temps de travail en entreprise, ce n'est pas forcément réparti de manière uniforme sur toute l'année. Ça peut être concentré. Il y aura certainement une borne min et une borne max. Enfin, notre objectif, c'est vraiment que ce soit, qu'on puisse ficeler une mesure clé en main
que les établissements et les entreprises puissent s'approprier, et notamment les entreprises les plus petites. On sait que c'est pas toujours simple. Ouais. J'ai oublié de dire que, en fait, cette mesure, elle peut être un peu vue comme le prolongement de la mesure de préservation de l'emploi de R&D, qui, pour le coup, est très complexe. Et ça, on en a bien conscience. On avait des contraintes aussi spécifiques liées au fait que cette mesure est financée par l'Union européenne. On est dans un cadre un peu différent, mais notre objectif, c'est vraiment de lancer la mesure une fois qu'on a répondu à toutes les petites questions mises en œuvre. D'accord. Estelle, plusieurs questions encore. Excusez-nous, on va dépasser peut-être un petit peu le temps prévu, mais je trouve que c'est important. Envisagez-vous de limiter cette mesure en fonction des grades au corps des chercheurs? Et en complément, les cliniciens PH, je ne parle pas ici des PUPH ou des MCUPH, donc les PH des CHU sont-elles éligibles? Donc, est-ce que tous les corps grades sont éligibles? Alors, oui, tous les corps sont éligibles. On la conçoit quand même, cette mesure, comme ayant plus d'intérêt pour des jeunes chercheurs, pour les inciter à démarrer une relation avec une entreprise. Il peut y avoir des enseignants-chercheurs ou chercheurs niveau statutaire plus élevé avec une grande expérience, mais à la limite, déjà l'expérience des relations industrielles. Donc, on n'a pas fixé a priori de quotas, mais ça pourrait être un des critères pour arbitrer si jamais il y avait énormément de demandes, avec plutôt l'idée de favoriser des chercheurs en début de carrière. Alors, début de carrière, je pense qu'on peut quand même laisser le temps aux gens qui sont nouvellement recrutés de publier les articles issus de leur thèse, etc. Donc, ce serait, je sais pas moi, autour de peut-être 4-5 ans après leur nomination. Rien n'est fixé, mais plutôt les jeunes, voilà. D'accord, ok. Alors, il y a deux questions que je vais essayer de regrouper. Je sais, alors, mille excuses aux gens si je regroupe un petit peu. Tu as évoqué, Estelle, en fait, que globalement, la personne qui sera CIMEC, en fait, devrait quand même assurer 100% de son volume d'enseignement statutaire. Oui. Comme on peut imaginer qu'à priori, un enseignant-chercheur, c'est 50% d'enseignement, 50% de recherche. S'il doit assumer 50% de son volume statutaire et que s'il va jusqu'à 50% de MAD dans l'entreprise, ça veut dire qu'il n'a plus, presque plus d'activité de recherche au sein de son établissement, mais qu'il va la réaliser principalement dans le temps, en fait, recherche dans l'entreprise. Et j'ai une question complémentaire qui se dit, alors là, je pense que c'est peut-être pas de la responsabilité du ministère, mais plutôt de l'établissement, mais ça, c'est mon interprétation, qui dit, est-ce que les masses salariales libérées par les CIMEC seront réinvesties dans l'embauche de davantage de chercheurs et d'enseignants-chercheurs? C'est un peu la question piège, Estelle. Alors, oui, effectivement, c'est de la responsabilité de l'entreprise, donc ça, je ne peux pas vous dire, de l'entreprise, de l'université. De l'établissement. Donc là, Joker. Et sur le fait d'assurer les enseignements, en fait, quand on a eu des échanges avec les DRH des universités, on a senti que c'était un vrai point de blocage et que selon eux, c'était possible d'assurer les 192 heures TD et d'avoir une recherche. En fait, de toute façon, la recherche qui va être faite en temps de travail en entreprise, c'est aussi une recherche qui concerne au premier chef le labo. C'est pas une recherche déconnectée de ce qu'ils pouvaient faire initialement, c'est juste une orientation un peu différente. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que pour les universités, si on pose pas ce genre de critères, en fait, on risque de pas toucher la cible parce que les établissements vont pas laisser partir les enseignants-chercheurs en CIMEC. D'accord, très bien. Écoutez, je fais attention au timing parce qu'il est déjà 9h25. Nous, on tient absolument que les webinaires restent un petit peu dans le timing. Je remercie vraiment sincèrement Jean-Michel, Béatrice, Estelle pour toutes les questions. Je pense qu'on essaie de répondre au maximum de questions qui étaient en fait sur le chat. Pour toutes les personnes, les participants, et je leur remercie de leur participation puisqu'on est toujours à 66 participants en fait, voilà, depuis le temps démarré. Donc, merci à tous les participants. Si vous avez bien naturellement des questions, vous avez ici les adresses en fait de Béatrice, de Jean-Michel. Vous avez l'email aussi d'Estelle. Alors là, je crois qu'Estelle, sur le côté CIMEC, commençant qu'on peut encore ajuster. Peut-être que vous allez recevoir plein de questions ou de recommandations sur le développement du CIMEC. Donc, je crois que ça a démontré en fait une certaine marque d'intérêt des collègues chercheurs, enseignants-chercheurs qui étaient connectés aujourd'hui. Nous concernant bien l'ensemble des SAT, et je remercie mes collègues Caroline Brèche, Connectus, Pascal Bélanger, Aquitaine Sciences Transfert, Yannick en fait de la SAT Science et puis moi-même, on reste naturellement à la disposition de tous nos collègues enseignants-chercheurs de nos établissements en fait pour lesquels on agit,
bien naturellement à l'écoute en fait de toutes les entreprises, eh bien pour essayer d'utiliser au mieux tous ces dispositifs et nouveaux dispositifs. Je remercie un certain nombre en fait de partenaires industriels que j'ai vus qui sont inscrits aujourd'hui, avec lesquels on a pu faire des contrats. Voilà. Donc, je vous remercie à tous. Je vous dis au prochain webinaire. On espère que notre prochain webinaire sera sur le SICO également, donc avec les collègues du MESRI, pour utiliser à bon escient tous ces dispositifs. Un grand merci à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt et à très vite. Merci. Merci, Franck. Merci. Au revoir. Merci, Franck.